Compatriotes combattants, résistants ici en diaspora, je tiens sincèrement aujourd'hui à vous parler, que nous puissions nous parler de nos affaires, de notre lutte, parce que nous nous battons tous pour la libération de notre cher pays, la République fédérale du Zaïre, la République démocratique du Congo. Alors si je vous en parle aujourd'hui, je tiens justement à vous en parler aujourd'hui, c'est parce que il y a certaines choses que nous puissions nous éclairer, que nous puissions mettre les points sur les i afin que nous puissions ensemble marcher de manière normale, de manière scientifique aussi. Alors, nous sommes au mois d'août, j'ai reçu quelques coups de fil de certains compatriotes qui me demandaient, mais il y a la maison qui brûle sur laquelle il y a les combattants en Europe qui se disputent. On pense déjà à une certaine scission au lieu de parler, de continuer dans l'unité. Alors nous sommes au mois d'août. Alors comme il y avait la projection de certaines rencontres de compatriotes, je ne pouvais pas vraiment, je ne pouvais pas émettre mon point de vue, de peur que je puisse influencer certaines décisions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a en ce moment presque deux camps dans les milieux des résistants combattants. Il y a ceux qui préfèrent évoluer en autarcie comme au début de notre combat. Et il y a les autres qui veulent fédérer, qui veulent vivre en corporation pour devenir très très forts. En fait, on parle de l'Ikofi Eyamunene. Alors, je ne pouvais pas émettre mon point de vue avant, comme je vous l'ai dit, au mois d'août. Le moment est venu, en fait, que je puisse un peu émettre mon point de vue aujourd'hui. Parce que la tempête, effectivement, s'est apaisée. Tout le monde comprend déjà ce qu'il est en train de faire. Alors, je ne veux pas donner des leçons de morale. Ce n'est pas mon souci, personnellement. Actuellement, la situation sociale est telle que plusieurs associations se créent, plusieurs corporations se créent. Toutes ces associations soutiennent Etienne Tshisekedi, ce qui est très très bon d'ailleurs. Parce que Tshisekedi, c'est notre candidat que nous devons soutenir pour les prochaines élections. Alors, la question que nous pourrions peut-être nous poser, c'est celle de savoir pourquoi ces agitations dans les esprits qui se surchauffent, alors que nous nous approchons effectivement du but. Le but, c'est fin novembre, là où nous tous nous allons essayer de vivre la grande liesse avec Etienne Tshisekedi comme chef de l'État. Alors, ces agitations ne sont pas seulement ici en Europe, même au pays. Plusieurs associations se créent, plusieurs regroupements politiques ou apolitiques se créent pour soutenir la lutte d'Etienne Tshisekedi. D'aucuns pourront penser que ce sont des luttes de positionnement. Bien sûr, dans l'administration Tshisekedi qui est en train d'arriver. Bien sûr, que cela soit vrai ou faux, naturellement, personne n'a tort. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre si le peuple est en train de s'agiter de cette manière. C'est ce qui montre même leur existence. Alors, dans les milieux de nous, les combattants qui sommes ici à l'étranger, de la diaspora, nous avons vu qu'il y a ces deux facteurs, les facteurs de ceux qui veulent vivre en autarcie et les facteurs de ceux qui veulent vivre en corporation. Alors, je vais vous donner mon exemple, mon expérience personnelle dans cette matière de lutte. Je vous fais remarquer que ça fait 8 ans que j'ai vécu au Congo-Brazzaville comme réfugié.
Alors, plusieurs fois, nous avions eu à nous organiser dans des corporations, dans des regroupements des réfugiés. Mais, curieusement, rien ne pouvait marcher. Pourtant, nous avions tous les mêmes buts, nous avions tous les mêmes problèmes. Alors, pourquoi cela ne marche pas? Voici ce que j'avais remarqué, c'est très important. Dans le groupe où nous... parce que plusieurs fois, il y a eu des groupements, et puis plusieurs fois, il y a eu dissolution, il y a eu multiplication des groupements, et il y a eu cette agitation au niveau de nos réfugiés. Alors, quand bien même nous avions une association qui était reconnue par les autorités brassavilloises, j'avais remarqué que dans le seul groupe où nous tous nous semblions être, au sein même de ce groupe, il y avait 3 factions ou 3 sous-groupes qui devenaient en fait des groupes. Alors, le premier groupe, comme il y en avait 3, le premier groupe se servait des postes du comité. Donc, au sein du comité, il y avait le comité. Alors, certains de nos compatriotes se servaient de ces positionnements de force pour négocier le retour au pays. Bien sûr, ils voulaient aussi participer à la table de... ils voulaient aussi brouter comme ceux qui sont à Kinshasa, mais en position de force. Nous avons connu les Zingzong qui sont partis, bon, excusez-moi de les citer, mais il y en avait beaucoup. Alors, ça c'était le premier groupe. Le deuxième groupe, c'était que les gens se servaient parfois des postes au sein du comité pour négocier leur réinstallation. Donc vous voyez que si nous sommes dans le même groupe, nous n'avons pas les mêmes intentions. Il y a ceux qui voulaient retourner et il y a ceux qui voulaient négocier leur réinstallation pour venir ici en Occident. Alors ça, c'était le deuxième groupe. Le troisième groupe, qu'est-ce que j'avais remarqué? J'avais remarqué que il y avait des réfugiés qui voulaient essentiellement servir les réfugiés. C'est justement dans la catégorie où moi je me trouvais. Et je pensais que tout le monde raisonnait de la même manière. Pourquoi? Parce que être à la porte de Kinshasa, ça constitue pour nous une force. Une force pour, le moment venu, rentrer à Kinshasa de gré ou de force. Alors, moi je me trouvais dans cette catégorie. Nous avions plusieurs problèmes, notamment les problèmes sociaux, enterrer les réfugiés, bon, parce que là-bas les réfugiés meurent comme des mouches. Il fallait les enterrer, il y avait des cas sociaux, il y avait les logements, il y avait aider les gens qui venaient récemment d'arriver, afin d'introduire leur dossier et leur faire voir comment ils devraient remplir, parce que la plupart, en fait, il y avait beaucoup d'inclus, en fait. Mais nous, on pouvait les aider parce que nous étions là. Alors, c'est dans ce groupe-là que je me retrouvais. Alors, vous remarquez que dans un seul comité, il y avait 3 groupes. Pas même des sous-groupes, mais des groupes qui commençaient à s'affronter farouchement. Alors, mon constat dans cette agitation était... Je commençais à expliquer certaines agitations. C'est ainsi que dans ce groupe-là, je relevais 4 constats. 4 constats tout à fait... qui se sont d'ailleurs vérifiés vrais. Et ces constats se retrouvent presque dans toutes les organisations, dans tous les groupements des humains, là où les humains se retrouvent, eh ben, il y a ces problèmes-là. Et là, surtout, je m'adresse plus précisément à ceux qui optent l'option des Likofi et Yamounene. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Mon premier constat était celui-ci. Qu'il est dans un groupement, dans un groupe, il est difficile de détecter la pensée dans l'âme des gens qui composent ce groupe. Il est très difficile. Vous avez difficile de percevoir leurs sentiments ou leurs désirs
immédiats. Nous nous sommes retrouvés, oui, mais quelles sont vos ambitions les plus immédiates? Très difficile de connaître. Alors, c'était mon premier constat. Mon deuxième constat était que lorsque nous sommes dans le groupe, il est très difficile que nous ayons tous la même perception des méthodes, des luttes pour atteindre notre but. Nous avons tous le même but. Actuellement, c'est que nous voulons que les bandits qui sont au pouvoir puissent partir. Ça, c'est notre but. Mais nous ne percevons pas de la même manière les méthodes pour arriver à ce but. Alors, lorsque nous sommes dans un groupe et que nous sommes liés par la lourdeur de la bureaucratie, il se crée automatiquement un phénomène bizarre. Phénomène bizarre dans quel sens? Parce que chacun des leaders, c'est ça, nous nous sommes retrouvés, 4-5 leaders, nous nous disons, ben écoutez, nous nous mettons ensemble. Il se constitue ce phénomène que moi j'appelle des bizarres. Chacun de ces leaders, avec les membres qui lui sont favorables, vont passer leur temps à épier les autres. C'est ça le problème. Vous passez votre temps à épier les autres au lieu de passer votre temps à s'occuper réellement des affaires qui ont fait que nous puissions nous mettre ensemble. Je vous donne un cas très très simple. Prenons le cas de l'UDPS. L'UDPS, je parle de l'UDPS avec la présidence collégiale. Vous avez d'un côté Bouankiem, vous avez Birindoa, vous avez Eliaou, vous avez Tshisekedi. Alors, comment l'UDPS à ce moment-là ne pouvait pas marcher? C'est parce qu'il y avait des Kibassistes, il y avait les Bouankémistes, il y avait les Tshisekedistes, il y avait des Liaouistes. Et l'ensemble de toutes tous ces combattants résistants passaient leur temps à s'épier. Et justement, c'est ça la difficulté lorsqu'on est dans un groupe. C'est alors que vous direz, non, mais j'ai vu, est-ce que tu as entendu, mais j'ai vu Rex causer avec Werason, mais je l'ai vu, j'ai vu, par exemple, Ngando le crocodile, mais Ngando le crocodile a causé avec Olive, vous n'êtes pas informé. Donc vous passez votre temps à vous donner des informations qui ne sont pas tout à fait utiles. Ça, c'était mon deuxième constat. Que lorsqu'on met des leaders ensemble, il se crée ce phénomène. Et vous comprendrez pourquoi l'UDPS actuellement marche, parce qu'il y a un seul leader. Et je vais y arriver. Alors, mon troisième constat était que dans un groupe, dans tous les groupes, tout le monde ne raisonne pas de la même manière. Vous allez voir que les uns vont vite et les autres vont lentement. C'est comme dans une course de marathon. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas déterminer la vitesse de chacun, dire que tout le monde doit courir à 5 km à l'heure. Mais il y a ceux qui vont courir à 8 km, il y a ceux qui vont courir à 10. Et c'est comme ça dans un groupe. Alors vous voyez que vous ne pouvez pas demander toutes les personnes dans un groupe de pouvoir concourir de la même manière. Ça, c'était mon troisième constat. Et mon quatrième constat était que dans un groupe, la liberté d'expression est étouffée. La liberté d'expression est étouffée. Aux uns, on refuse qu'ils puissent parler, aux autres, ils doivent parler. C'est ainsi que seul le président peut engager le groupe. Ou bien, c'est le porte-parole. Et les autres ne peuvent pas engager le groupe. C'est déjà c'est déjà un grand frein pour l'avancement. Donc, chers compatriotes résistants, tous ces 4 constats, je le fais et je les ai vécus. Je vous donne, prenons un exemple tout récent.
Prenons par exemple notre premier combattant qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ce combattant qui est notre modèle, qui est le premier combattant d'ailleurs de cette lutte, justement c'est une lutte qui a commencé au Pont-Gabi en 88. Alors, Tshisekedi, qui avait comme président Kibasa Maliba, vice-président Ngalola Mpandangila et lui-même Tshisekedi comme secrétaire général, ce pouvoir-là n'avait pas connu un essor. Pourquoi? Parce que avec 3 leaders à la tête, c'était comme si on prenait 3 coqs, on les mettait dans une cage, et vous verrez que ces coqs vont passer tout leur temps à se battre, à se neutraliser, au lieu de chercher comment il faut sortir de la cage. Et Tshisekedi avait compris ces choses. C'est ainsi que, comme il savait bien que tout le monde ne pouvait pas émettre sur la même longueur d'onde, et cela se vérifiait par exemple, que pour Kibasa, lui c'était un homme naturellement avec un tempérament violent. Le but de Kibasa, c'était que il fallait qu'il existe comme personnalité de ce pays. Une personnalité avec laquelle Mobutu devait compter pour partager le gâteau. Donc Kibasa était pour le impère et le système Mobutu, mais tout ce qu'il voulait, c'était qu'il puisse avoir aussi une place de choix au sein du gouvernement de Mobutu. Ça, c'était lui, Kibasa. Pour Ngalola Mpandangila, lui, c'est un modéré. D'abord, son nom, c'est Joseph. Mobutu aussi, son nom, c'est Joseph. Alors, les deux Joseph avaient toujours l'habitude de se côtoyer et de se respecter les uns les autres. Donc, pour Ngalola Mpandangila, son problème était que Mobutu s'était beaucoup écarté de la ligne de Manifeste de Lancélé. Donc, il fallait que Mobutu revienne sur la ligne de Manifeste de Lancélé. Là, c'était un point très très important. Alors, pour lui, c'était ça, que Mobutu revienne seulement sur le droit chemin et tout pouvait marcher. Mais pour Tshisekedi, ce n'était pas ça son but. Tshisekedi était têtu. Pour Tshisekedi, l'occasion était venue pour obliger Mobutu à ne pas se conduire comme un chef coutumier dans un village que son père lui a légué. C'est ça dans les idées de Tshisekedi. C'est pour cela que Tshisekedi dit toujours Nakola Kisaye que Azaye mon côté dans Mborawe. Mborawe Zaye ya Tatana été. Donc vous voyez que les 3 esprits étaient différents. C'est ainsi que lorsque Tshisekedi ira par exemple sur la place Pont-Gabi, il n'avait pas besoin de demander l'accord de Kibasa, le président ou le vice-président Ngalola. Tshisekedi a agi seul en âme et conscience. C'est là maintenant que nous allons y arriver. Et quelles sont maintenant les leçons que nous pourrons tirer de ces démarches? De ces démarches tout à fait... sont des démarches révolutionnaires. Que ce soit du côté de ceux qui veulent l'autarcie, de vivre en autarcie, que ce soit du côté de ceux qui veulent vivre en corporation pour que les Kofi et Yamunene. Alors, aux uns, aux autres, je vous fais tout simplement remarquer ceci, que dans la vie des combattants, tout combattant résistant doit garder la liberté de son esprit et s'exprimer librement. Tshisekedi, en convoquant la réunion, le meeting de Pont-Gabi, il voulait vraiment s'exprimer librement. C'est comme ça que nous, les combattants, nous devons être. Personne ne peut nous priver que nous puissions parler. Deuxième leçon que nous devons tirer. Nous devons, chacun de nous, combattants, résistants, devra être capable de bâtir son empire. Un combattant résistant, c'est celui qui est capable
de prendre et d'assumer seul devant sa conscience les risques mortels qu'il encourt. C'est cela un combattant. Vous devez bâtir votre empire. Voyez comment Tshisekedi a bâti son empire. Kibasa avait bâti aussi son empire. Mais où se trouve son empire? Liao avait bâti son empire. Mais où est son empire aujourd'hui? C'est comme ça. Mais je vous fais voir que nous, combattants, chacun devra bâtir. Je vous donne le cas par exemple de Wenge Musika. Les Wenge Musika, ils étaient ensemble. Ensemble, ils ne pouvaient pas marcher parce qu'ils commençaient déjà à se neutraliser les uns les autres. Il y avait les Alain Makaba, les Didier Massela, il y avait les Werason, il y avait les Jiben Piana. Ils ne pouvaient pas aller ensemble. Et chacun commençait à construire son empire. Et aujourd'hui, combien d'empires nous avons? Et s'ils étaient ensemble, et vous voyez, et c'est là que je veux y arriver. Là, on trouve qu'il y a ceux qui profitent sur le dos des autres. Alors, n'anticipons pas les choses. Donc, ma deuxième leçon, c'était que chaque combattant doit construire son empire. Nous devons, par exemple, avoir l'empire Yuyu Mutumonsi. L'empire, par exemple, Ngando le crocodile. L'empire, par exemple, Sali. L'empire Bukassarex. C'est ça. Donc, chacun des combattants, je n'oublie pas les volcans et les autres, d'ailleurs, dont les noms se sont déjà un peu révélés, se sont démarqués, quoi. Donc, et vous êtes nombreux. Il y a ceux qui sont aux Amériques, il y a ceux qui sont en Australie, il y a bien sûr ceux qui sont dans les autres, disséminés dans les autres pays ici en Europe. Donc, en fait, lorsque vous bâtissez votre empire, vous devenez un leader. C'est ainsi que vous voyez par exemple Arma Tungulu. Arma Tungulu n'avait pas besoin de demander, n'avait pas besoin d'une onction spéciale pour poser son acte. Il était seul devant sa conscience et il l'a fait. C'est ça ma deuxième leçon. Et la troisième leçon, c'est quoi? La troisième leçon, chers compatriotes, c'est que un combattant résistant individuellement, si vous voulez que nous soyons forts, il faudrait que individuellement nous soyons forts. Vous ne pouvez pas amener une équipe dans une compétition mondiale s'il n'y a pas les individualités dans l'équipe. Individuellement, nous devons être forts avant d'être ensemble. Sinon, c'est une peine perdue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque résistant combattant devra avoir des convictions très très fortes. Des convictions à lui, très très fortes. Le combattant résistant doit avoir une détermination d'assumer les actifs et les passifs de ses actes vis-à-vis de la société. Un résistant combattant n'a pas besoin qu'on parle de bien de lui. Il n'a qu'un seul maître, c'est le peuple. C'est la société qui doit le juger. Ce ne sont pas les remarques personnelles des individus qui puissent le pousser à abandonner son combat ou à modifier son combat. C'est la société. S'il a une conviction dans ce qu'il fait et qu'il est déterminé à le réaliser, eh bien, il aura maintenant le courage. Il aura le courage de marcher. On peut dire de vous tout ce qu'on peut dire, mais si vous avez le courage de marcher, eh bien, vous réussissez. Et cela, c'est ce qu'on appelle la légitimité. On vous pose souvent la question, mais votre légitimité, vous la trouvez où? Mais votre légitimité, c'est votre conviction. C'est votre détermination, le courage de marcher pour défendre la société. Parce que vous n'avez qu'un seul maître, qui est le peuple et qui est la société.
C'est celui-là qui peut vous juger, pas personne d'autre. Votre légitimité, c'est dans votre combat, dans votre lutte. Tshisekedi a retrouvé sa légitimité dans son combat. C'est ainsi que vous remarquerez que à Kinshasa, sous Mobutu, ou sous même Laurent, bon, sous Mobutu c'était plus fréquent, les officiels occidentaux pouvaient arriver à Kinshasa, mais après avoir rencontré les officiels, ils faisaient toujours tout pour aller sur la 12e rue. Mais qu'est-ce qu'ils allaient chercher sur la 12e rue? Parce que Tshisekedi n'était pas ministre, il n'était pas dans... il n'était pas dans les institutions du pays. C'est cela, ce que vous devez comprendre. C'est là que vous tirez votre légitimité. Donc, votre légitimité se retrouve dans le peuple. Voilà pourquoi vous devez user de tous vos efforts. Vous devez tout faire pour défendre les intérêts du peuple. Si vous vous mettez dans la corruption, vous ne défendez pas l'intérêt du peuple. C'est le peuple qui doit vous juger, ce n'est pas n'importe qui. Les journaux peuvent écrire, c'est leur problème. Les humains peuvent exprimer leurs opinions. Cela ne doit pas vous entamer. Vous, votre problème, si vous avez des convictions réelles de défendre les intérêts du peuple, eh bien, faites-le. Moi, j'accepterai par exemple qu'il soit Rex, qu'il soit Sali, qu'il puisse rencontrer Olive, la rencontrer et lui parler sérieusement dans l'intérêt de notre peuple. C'est cela, un combattant. Un combattant n'a pas peur. Tshisekedi a eu le temps d'aller rencontrer Mobutu alors que Mobutu était presque vomi par tout notre peuple. Mais Tshisekedi est allé le rencontrer à Nice. Mais il s'en fout de tout ce que la presse pouvait parler, de tout ce que le peuple pouvait parler. Mais il est allé pour dire à M. Mobutu que le temps était venu pour que tu puisses quitter le pouvoir la tête haute. Si tu t'entêtes, ton sort sera encore plus malheureux. Voilà ce qu'un combattant est allé dire à Mobutu. Mais Mobutu s'est entêté. Donc vous avez toutes les... vous pouvez rencontrer qui vous voulez si c'est dans l'intérêt de sauver notre peuple. Si vous êtes capable de rencontrer aujourd'hui Vital Kamerhe et de lui dire de cesser ce qu'il est en train de faire, au risque de courir ce que vous pouvez comprendre, eh bien, c'est de votre droit de sauver l'être humain et de faire votre travail. C'est en cela d'ailleurs que nous combattants, nous sommes combattants. Nous devons faire nos combats de manière différente. Nous ne pouvons pas être tous mis dans un moule pour commencer à nous disputer. Ah non, mais vous avez vu, il a rencontré tel, mais vous avez... Non, ce n'est pas ça. Ce qui vous intéresse, c'est que les actes que vous posez en acte, en âme et conscience, est-ce que ces actes sont dans l'intérêt de notre peuple? Si c'est oui, eh bien, vous allez. Eh bien, je ne vous donne pas le cours des résistants. Je voudrais tout simplement vous faire vivre mon expérience parce que moi que vous voyez, j'ai commencé ma lutte politique depuis que j'avais 22 ans. Maintenant, j'ai 53 ans. J'avais commencé ma lutte très jeune. Nous sommes en 81 d'ailleurs. C'est la lutte ici de 52 pages et tout ça. Nous étions là en train de distribuer ces documents. Et ben, je suis parvenu à passer un article. J'étais à Lubumbashi, au journal Salongo Shaba, avec le rédacteur en chef Mouboyaï. Et c'est moi qui étais le jeune journaliste que Magloire était venu libérer à Lubumbashi. Nous étions dans le cas de... c'est quoi la Sénérie.